La communauté internationale célèbre ce 8 mars la 23e édition de la Journée internationale de la femme. Quelle perception les femmes ont-elles de cette journée à elles dédiée? Réponse dans un instant. Marc Robert Dadaglo, le tout nouveau président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, a officiellement pris fonction. La passation de charge a eu lieu ce matin au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et puis la deuxième journée des huitièmes de finale de la Ligue des champions a livré hier son verdict après le Real Madrid et Liverpool. Manchester City et la Juventus de Turin valident eux aussi leur ticket pour les quarts de finale. Bonjour, ce 8 mars 2018, c'est la Journée internationale de la femme. L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. C'est sous ce thème qu'est célébrée l'édition de cette année. Quelques citoyennes rencontrées dans la ville de Parakou nous disent ce qu'elles pensent de cette journée au micro de Jocelyne Ressou et Maker Cabo. C'est un jour qui a été pris pour que nous pensions à la gente féminine, pour qu'il y ait des réflexions autour. Qu'est-ce que la femme était? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle sera demain? Est-ce que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qu'elle doit être? Et qu'est-ce qu'elle représente dans la société? Et ça ne doit pas se limiter à la fête. C'est vrai, on doit se réjouir parce qu'on existe étant femme. On doit se réjouir de ce que Dieu nous a créés étant femmes. Dieu les a créés étant femmes. Mais derrière cette fête, il doit y avoir de réflexion pour savoir est-ce que le rôle pour lequel j'ai été créé, suis-je en train de jouer ce rôle aujourd'hui? Est-ce que tel que je dois participer au développement, à l'avancement, que ce soit de sa nation ou dans quelconque domaine, elle se trouve étant femme, est-ce que c'est ça qui se fait vraiment? Donc, au-delà de la fête, on doit penser à ça. Parce que ce qui nous permet de vivre et de faire valoir notre vie, c'est nos actions. Les femmes, c'est bon pour fréquenter, pour aller à l'école, c'est pas pour prendre l'enfant, une fille bonne pour promener partout, pour vendre. C'est bon pour mettre l'enfant, pour le fille à l'école. Il va fréquenter parce que nous, les femmes, nous sommes capacités pour faire ce que les hommes peuvent faire. Nous aussi, les femmes, dans politiciens, tout, c'est bon que nous, les femmes, il va participer pour voir que dans l'Afrique, nous, on est capable pour faire ce que les hommes peuvent faire. Je salue toutes les femmes, toutes nos mamans et nos femmes. Et je leur dis bonne fête des femmes et que chaque jour qui se lève, tel que ce jour, nous voyons le soleil s'est levé et il a illuminé ce jour, que cette lumière pénètre également leur vie dans le nom de Jésus et que cette lumière leur apporte plus de révélation pour mieux se faire valoir pour la gloire de l'Éternel et pour le bonheur de l'humanité. Voilà, on parle éducation à présent. Les inscriptions se poursuivent à l'université de Parakou. En dépit des mouvements de débrayage en cours, les agents en charge de l'étude et de la validation des dossiers d'inscription des étudiants ne s'ennuient pas, même si le travail tourne au ralenti. Dans ce reportage, Samson Cabral-Adinsi et Pierre Agbakwe se sont intéressés à la dernière étape du processus d'inscription. Suivez. On vient à la salle numéro 15, là où se fait la photo. Maintenant, après la photo, on prend la fiche pour aller multiplier. On revient avec les pièces à fournir qui se sont inscrites sur la fiche. Puis, dans quelques jours, si c'est 2 jours, on nous précise, on vient pour faire le retrait de notre carte d'étudiant. Nous sommes ici à la salle 15 de l'université de Parakou. Des agents réceptionnent les dossiers d'inscription des étudiants. Plusieurs étapes concourent à la validation des 10 dossiers. Il y a un premier poste qui concerne les agents récepteurs des dossiers. Donc, ils sont chargés de vérifier la liste des pièces qui constituent le dossier de l'étudiant, de vérifier la validité de ces pièces et de réceptionner le dossier chez l'étudiant. Ensuite, il y a le poste des validateurs. Ils vont sur la plateforme d'inscription pour valider le dossier de l'étudiant. Après, nous avons la phase de l'impression de la carte. Donc, à ce poste, nous insérons les données de l'étudiant dans la plateforme et nous sortons sa carte d'étudiant. Pour les nouveaux étudiants,
ceux qui ont un nouveau baccalauréat et qui viennent nouvellement d'entrer à l'université de Parakou, et les anciens étudiants dont la carte est déjà expirée. Lorsque nous finissons d'imprimer les cartes, nous rangeons le dossier et il y a un autre poste qui concerne la distribution des cartes. Donc nous donnons rendez-vous aux étudiants qui ont eu à déposer leur dossier et nous leur demandons, nous prenons les fiches de préinscription qui leur ont permis de déposer le dossier pour pouvoir vérifier si c'est vraiment leur identité et on leur remet les cartes. En 7 ans de débrayage sur le campus de Parakou, le traitement des dossiers d'inscription tourne au ralenti. Les mouvements de grève perturbent notre travail dans la mesure où les étudiants ne sont pas au cours. Du moment qu'ils ne sont pas au cours, ils ne viennent même pas au campus parce que les responsables des étudiants les ont interdit d'entrer au sein du campus pour faire les cours. Donc, ils ne trouvent pas l'opportunité de venir. Pour eux, ce n'est pas opportun de venir juste pour déposer le dossier d'inscription. Donc, c'est lorsqu'ils sont programmés pour un cours et qu'ils savent que le cours se déroule qu'ils profitent à la pause pour déposer leur dossier d'inscription. Donc, c'est pour ça que parfois, ces moments de grève nous empêchent d'atteindre le maximum de dossiers qu'on peut recevoir et valider. Lorsque nous ne sommes pas perturbés par les événements comme les moments de grève qu'on observe actuellement, nous pouvons tirer plus de 304. Nous allons parfois jusqu'à 504. Mais lorsque nous sommes perturbés par certains événements, il nous arrive d'atteindre à peine 100, 154. Pour certains étudiants, il faut un parcours de combattant avant d'accéder à cette dernière étape du processus. Le véritable problème, c'est à la banque. Parce qu'apparemment, nous avons 2 guichets. Nous avons 2 guichets et ce n'est pas aussi facile de payer à la banque. Il faut venir très tôt, il faut faire les rangs. Mais ces derniers jours, moi j'ai constaté que quand le délai des allocations a passé, c'est un peu fluide. Parce que les gens ne sont plus pressés de payer. J'aimerais demander s'ils peuvent trouver des solutions par rapport à cela et ça va nous faciliter les allers-retours pour que cela ne dure pas trop. Ce serait bon. Si c'est dans une journée qu'on peut arriver à finaliser tout cela, ça va nous arranger. Je suis maintenant à vous, Emion Maouli-Kontor. Vous êtes déjà en direct de Cotonou. Aujourd'hui, 8 mars, vous êtes à l'honneur. Bonjour. Bonjour Clovis Brissa Foucault, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite de ce journal. Depuis Cotonou, célébration ce jour de la 23e édition de la Journée internationale de la femme, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message au peuple béninois. Dans sa déclaration, Bintou Chabia Dantaro a dévoilé le thème de cette édition de la GIF, images et son. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, jeudi 8 mars 2018, le Bénin célébrera, à l'instar des autres pays du monde entier, la 23e édition de la Journée internationale de la femme. Cette année, la communauté internationale nous invite à nous pencher sur le thème « L'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes ». Ce thème est évocateur et s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. En effet, ces derniers mois, le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes ont fait la une des médias et ont fortement suscité un débat public et d'envergure mondiale, stimulé par une détermination affirmée à instaurer un changement. En choisissant ce thème, les Nations Unies nous invitent donc à initier des actions visant à favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains et à célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes, à réaliser leur plein potentiel. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, conscients des différents maux qui freinent la protection sociale en général et l'autonomisation de la femme en particulier, le gouvernement du président Patrice Talon a d'ores et déjà inscrit dans son programme d'action plusieurs actions et projets relatifs à l'amélioration des conditions des femmes.
S'inscrivant dans la même logique, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance met au cœur de son action la promotion du progrès pour tous et la contribution à l'autonomisation de la femme rurale et urbaine. En outre, plusieurs actions du gouvernement du président Patrice Talon sont mises en œuvre, à savoir l'autonomisation économique des femmes que l'État appuie en matériel et équipement de travail en vue du renforcement et de l'amélioration de leurs activités génératrices de revenus. La mise en place de microcrédits qui sera renforcée par la finance digitale pour réduire et maîtriser les impayés et surtout limiter et décourager les bénéficiaires de plusieurs crédits au détriment de milliers d'autres femmes en attente d'être servies au moins une fois. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain qui, dans sa phase opérationnelle, garantira aux femmes des soins de santé pour leur plein épanouissement. La fourniture en eau potable dans toutes les contrées du pays pour soulager les difficultés quotidiennes que rencontrent les femmes dans ce domaine. Je voudrais inviter toute la population béninoise, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et tous les activistes ou acteurs à méditer sur le thème national, plus de synergie d'action pour le bien-être de la femme béninoise. Mobilisons-nous, mettons nos actions ensemble, convergeons ensemble nos actions pour le bien-être de nos filles, de nos sœurs, de la femme béninoise. Soyons nombreux aux manifestations officielles de la Journée internationale de la femme qui auront lieu cette année dans la commune de Djougou. On reste dans le cadre de la célébration de la femme tout en allant au cœur des souffrances des toutes petites. Les violences sexuelles sont fréquentes dans notre société. Elles touchent de plus en plus les jeunes filles mineures au mépris du Code de l'enfant république du Bénin. Emmanuel Odinokougou et Mathias de Souza se sont intéressés au sujet. Reportage. Le code de l'enfant n'est pas respecté. Le code de l'enfant n'est pas respecté. Il est violé dans plusieurs de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles sur mineurs. Nous avons le viol, nous avons les abus sexuels, nous avons l'exploitation sexuelle, nous avons le harcèlement sexuel et nous avons aussi le mariage des enfants. Et tout ceci est bien fréquent au Bénin. Au quotidien, les enfants sont victimes d'abus sexuels. Cette jeune fille a aujourd'hui 8 ans et cela fait déjà 3 ans qu'elle a subi un viol. À 5 ans d'âge, un monsieur l'a trouvée suffisamment grande pour lui prendre sa virginité. La petite ne pourra pas aller plus loin. Ces souvenirs que nous lui rappelons ne lui font pas du bien, mais elle a déjà dit l'essentiel. Sa mère, elle, nous raconte la suite de l'histoire. Son père ne voulait pas amener l'affaire loin. Pour ses parents, c'est une honte de faire connaître cet acte-là à une tierce personne. Même si c'est devant la juridiction, c'est une honte. Mais moi, je l'ai conduite à la gendarmerie et on a convoqué l'auteur. Le chef brigade m'a confié à un gendarme qui m'a conduit au CNHU. Ce dernier a discuté avec le médecin traitant. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Même les résultats des examens, on ne m'a pas remis ça, mais on a remis ça aux gendarmes. Et quand on est revenu à la gendarmerie, le chef brigade m'a dit qu'il n'y a rien à faire, de me calmer et à classer le dossier. Quand le viol est du fait d'une personne qui a autorité sur l'enfant, l'auteur est puni d'un emprisonnement allant de 15 à 20 ans et d'une amende qui peut aller de
500 000 jusqu'à 5 millions. Quand le viol intervient dans un contexte coutumier, par exemple lors des rituels, les auteurs sont punis par un emprisonnement allant de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 500 000. Et quand l'enfant a moins de 13 ans, c'est une réclusion à perpétuité. Des tests bien écrits, des sanctions prévues, mais difficiles de les appliquer du fait de l'absence des dénonciations. Et les victimes vivent avec le traumatisme et toutes les conséquences qu'il comporte. L'estime pour sa propre personne. Cette estime-là, elle est bousillée. Elle va commencer par percevoir le sexe opposé comme un animal. Si ce schéma est enfoui dans l'inconscient de cette jeune fille, il y aura une somatisation sur le plan sexuel. Et cette situation peut aussi la pousser à ne pas se marier. Par moment, elle se plaint de douleur au niveau de son vagin. Moi, je n'ai pas les moyens de l'envoyer à l'hôpital. Donc, j'utilise de l'amoxicilline, de l'amarante ou de l'huile de noix de palme pour lui faire de l'automédication. Pour faire face à ce phénomène, quelques actions sont menées au niveau de la société civile, mais aussi au niveau gouvernemental. Quand je prends les organisations de la société civile, je peux vous parler du programme Amour et Vivre, et avec WILDAF, ils font non seulement la prise en charge sanitaire et psychologique, mais en même temps judiciaire. En ce qui me concerne, moi je suis activiste, je travaille avec le ROAGEF, je suis roagefienne, mais en dehors de ça, je suis en train de lancer mon blog Obirin, qui signifie femme, qui se consacre essentiellement à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. J'ai créé cet espace non seulement pour exprimer ce que je ressens, pour partager la situation des gens, mais en même temps susciter l'action chez d'autres personnes. Quelques actions éparses qui, pour l'instant, sont encore assez mineures face à l'ampleur du phénomène. Fermons à présent ce volet. Un nouveau bureau dirige désormais l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMA avec Mac Robert Dadaglo comme président. Il a pris officiellement ses fonctions hier des mains du président sortant, Michel Adjaka. La cérémonie de passation de service a eu lieu au bureau de ce dernier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les mots de l'ancien et de l'actuel président à la sortie de la passation de charge, c'est dans cet élément. Oui, mes priorités, c'est que nous avons hérité d'une situation de crise. Nous allons œuvrer pour qu'il y ait un déroulement rapide de cette crise-là. Et puis, c'est surtout ma priorité. De toute la façon, nous allons prendre contact avec l'exécutif et voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, bon, on peut s'entendre. Le président sortant fait 2 mandats. Donc, par rapport à ça, il ne pouvait plus, n'est-ce pas, être candidat. Le bureau a été renouvelé et je suis parti à la tête du bureau. Mais voilà, quant à l'appréciation de ce mandat, ce sont les collègues, n'est-ce pas, qui vont l'apprécier. De toute façon, moi, je suis là pour la défense des intérêts matériels et moraux des magistrats. Ensuite, préserver à tout prix l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parlons maintenant du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Le président du comité technique de pilotage a procédé hier à l'ouverture de 3 nouveaux bureaux d'enrôlement dans le marché international de Dantokwa. C'est une initiative qui vise à faciliter le recensement des usagers de ce marché. Témoin de l'événement, Karina Deni, René Arossi. 3 nouveaux bureaux au cœur du marché d'Antokpa en vue de faciliter l'enrôlement des commerçants et commerçantes. C'est l'objectif de la descente du président du comité technique de pilotage du RAVIP dans la matinée de ce mercredi. En effet, démarré depuis le 1er novembre dernier pour durer 6 mois, le recensement administratif à vocation d'identification de la population initié par le gouvernement vise à octroyer à chaque citoyen un numéro personnel d'identification. Ce démarrage n'est pas un fait de hasard. Nous sommes pratiquement à la veille d'une grande fête, la Journée internationale de la femme.
c'est pour vous dire que le RAVIP est dans un processus très très dynamique qui tient compte du contexte et des faits. Les autorités du marché ont effectué leurs demandes tout en soutenant ça par le fait que les femmes qui s'emploient au marché sont au marché du lundi au dimanche pratiquement. Donc il fallait quand même écouter ça et leur faciliter leur enrôlement. Nous avons déployé, comme je le disais au démarrage, 3 kits. Mais c'est dans un processus progressif qui va nous amener à terme à couvrir tous les marchés de Cotonou. Nous profitons de cette occasion pour appeler tous les concernés, c'est-à-dire les acteurs du marché, à venir se faire enrôler. Une initiative salutaire et qui, à en croire la première autorité du marché, vient résoudre les nombreuses plaintes des uns et des autres. Nous avons formulé la doléance à l'adresse du gouvernement et aujourd'hui, nous avons constaté que le chef d'État a écouté la voix des femmes, il a écouté notre doléance où il a envoyé plusieurs bureaux d'enrôlement dans le marché. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. Dès qu'il y aura un problème, je crois qu'il y a les agents d'enrôlement qui sont là, qui vont les faire parvenir par l'entremise du commissaire d'Antokpa, puisqu'on va mettre à leur disposition des policiers ou des gendarmes qui vont s'occuper donc du maintien de l'ordre dans l'enrôlement. Une vision de Amand Gansé partagée par les usagers du marché. C'est une bonne chose. C'est ce qu'il fallait faire depuis. Et ils n'ont pas voulu faire. Ça là maintenant, ça peut permettre aux gens qui ont venu acheter dans le marché. Et ils n'ont pas cette intention avant et ils ont venu acheter, mais ils trouvent ça, ils vont profiter et faire. Je propose que prochainement ou à partir d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à encore créer d'autres stands d'enrôlement. Je suis vendeuse dans le marché et puis on me disait que Rabi qu'ils ont dit là, qu'ils font ça devant nous ici. Et moi j'ai dit bon, maintenant c'est bon. Avant je me disais que je n'ai pas le temps parce que là où nous on reste là, si on part là-bas, les gens sont beaucoup et puis on ne peut pas faire ça. Zone pièces détachées, bâtiment central et Todomain sont les 3 lieux retenus dans le marché pour cette opération de recensement prévue pour une durée indéterminée. Un dernier élément avant de rendre l'antenne à Parakou, l'association des logisticiens béninois, en collaboration avec le ministère de la Santé à travers la direction de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques, tient depuis mardi une réunion du conseil d'administration de l'initiative People That Deliver. Les assises ont été officiellement ouvertes par le ministre de la Santé, Dr Alassane Seydou. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Émeric Okoupeli. Lazare Mouza. Faire avancer l'agenda de la création du corps de métier de logisticien au Bénin et dans la sous-région. C'est l'objectif que vise la tenue de cette réunion du conseil d'administration de People That Deliver, une initiative de l'association des logisticiens béninois. Plusieurs discours ont meublé l'ouverture des travaux. Celui du directeur exécutif de l'association pose d'emblée le diagnostic d'une profession moins considérée. En vous voyant réunis en ce jour, j'ai le sentiment d'être en train de tourner dos au passé. Ce passé où les logisticiens ignorés, méconnus, cherchaient désespérément leur place dans la société. Et dos tourné à ce passé, j'ai envie de dire maintenant que lorsque la logistique paraîtra au grand jour, le cercle de famille applaudira à grands cris. Ainsi, de façon spécifique, 3 objectifs majeurs sont inscrits à l'agenda de la tenue du présent conseil d'administration. Faire avancer l'agenda de la création du corps de métier de logisticien au Bénin et dans la sous-région, intégrer le ministère de la Santé au conseil d'administration de PTD, lancer les fonds baptismaux de la création de la fédération régionale des associations professionnelles des logisticiens. Pendant 3 jours, la ville de Cotonou servira de cadre aux belles initiatives dans le domaine de la logistique. Les autorités espèrent que de bonnes décisions découlent de ces assises. La ville, comme vous l'avez pu constater, est en pleine mutation. Il y a beaucoup de réformes au niveau de la ville et du département
Et nous voudrions espérer que, au-delà des résultats que vous allez obtenir au cours de ces assises, qu'il y ait une sorte d'extension du champ d'application de la logistique au niveau de l'aménagement du territoire. Qu'il me soit permis de rappeler qu'au Bénin et dans la plupart des pays du monde, le budget d'acquisition des produits de santé et du renforcement du système d'approvisionnement occupe une place importante au niveau des dépenses de santé. Tout en étant convaincu que les résultats de nos réflexions durant ces 3 jours permettront de contribuer à accélérer l'atteinte de l'ODD 3 au Bénin et en Afrique, je souhaite plein succès aux travaux de la réunion du conseil d'administration de l'initiative mondiale People That Deliver. L'Association des logisticiens béninois est une organisation regroupant des professionnels de la logistique et assimilés. Elle comporte 5 sous-domaines à savoir la logistique de santé, de transport, agricole, éducative et environnementale. Voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Clovis Brissa Foucault, je vous retourne l'antenne. À au revoir. Merci Hermione Maouli-Pontor. Bonne célébration de la Journée internationale de la femme 2018 à Cotonou. On parle maintenant sport. À la suite du Real Madrid et Liverpool, la Juve et Manchester City ont aussi validé leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2018. Suivez ici les résumés des 2 matchs d'hier avec Dieudonné Babatoné. Avec un score de parité 2 buts partout à domicile au match aller, la vieille dame se déplaçait chez les Spurs pour remonter la pente. Gagner tout simplement ou faire un match nul de 3 buts partout serait synonyme de qualification pour les Turinois. Et pour atteindre cet objectif, Massimiliano Allegri pouvait compter sur le retour de Paulo Dybala. À l'entame de la rencontre, c'est l'équipe de Tottenham qui est plutôt joueuse. Avec une attaque composée de Dele Alli, Harry Kane et Edmilson, les hommes de Pochettino dominent le match et sollicitent régulièrement Buffon et sa défense. L'arrière-garde turinoise retarde l'échéance. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, l'homme le plus en vue des Spurs pour cette première mi-temps finit par trouver la faille dans la défense de la Juve. Nous étions à la 39e minute. La seconde mi-temps démarre comme la première avec une domination des Anglais. Peu après l'heure de jeu, le match bascule et le rapport de force s'inverse. D'abord, Higuaín à la 64e minute pour l'égalisation. L'espoir renaît pour la Juventus. 3 minutes après, Paulo Dybala profite d'un mauvais alignement de la défense adverse pour inscrire le 2e but qui 25 minutes plus tard confirme la victoire du club italien. C'est la délivrance pour les supporters turinois à Wembley. Après ce but, le match s'enflamme. Les Spurs passent même à un doigt de l'égalisation, mais pas de chance pour eux. Le finaliste malheureux de la Ligue des Champions 2017 valide son billet pour les quarts de finale. À l'Etihad Stadium, Manchester City était opposé au FC Bâle, mais le club suisse parvient à prendre le dessus. À la 8e minute, Gabriel Jesus ouvre le score pour les Citizens. Une minute après, Seredi est à un cheveu de l'égalisation. Manchester City domine le match. Bernardo Silva manque même de corser le score. À la 17e minute, Elionissi égalise pour le FC Bâle. Le roi Sané, très virevoltant sur le côté gauche de l'attaque des Citizens, donne du fil à retordre à la défense adverse. Elionissi lui encore manque le doublé à la 31e minute. C'est sur ce score de parité que les deux équipes rejoignent les vestiaires. À la reprise, Lang bat d'un pointu Claudio Bravo. 2 buts à 1. Manchester City perd à domicile, mais ce but d'écart du FC Bâle est insuffisant pour lui donner la qualification. Après le Real Madrid et Liverpool, Manchester City et la Juve sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2018. Ce sera tout pour Info 13h de ce 8 mars 2018. Bonne fête à toutes nos fidèles téléspectatrices. À très bientôt.